Journée de grève pour les pharmaciens, notamment à cause des pénuries de médicaments. Le gouvernement entend et répond à la grogne des officines en nommant un tout nouveau ministre du médicament, Pierre Palmade, qui avec tout son réseau peut réapprovisionner l'ensemble des pharmacies de France en moins d'une demi-journée et même rajouter un médicament sur la liste, le paracétanos, en poudre évidemment à prendre par voie nasale. Je suis surexcité, mercredi prochain, pour la toute première fois, je vais animer une battle de dessin dans une brasserie au Zoumaï à Marseille, près de la place Castellane à 19h. C'est dans le cadre du BIM Festival, un festival de BD qui se tient dans toute la ville et ça opposera Richard Di Martino et Bruno Bessadi dans une série d'épreuves dessinées que je vous brasse spécialement pour l'occasion. On va surtout évidemment beaucoup s'amuser, donc n'hésitez pas à venir. En attendant, ici votre fidèle Commis des Comics, vous êtes dans l'émission qui fait le tour de l'actu de l'industrie du comic book et de tous ses dérivés. C'est le 451e JT Comics et attention, au Mexique, des mariachis sont allés se battre contre un cracheur de feu pour des questions de territoire, de spectacle de rue. Mais alors, le cracheur de feu a riposté de la seule manière qu'il pouvait, en leur crachant du feu dessus. Il s'est pris pour un dragon, il s'est cru dans Game of Thrones. Alors ça, si dans un an, ça devient pas un film directement en VOD, un bon gros nanar que même Robert Rodriguez devrait pouvoir produire, je m'appelle plus le commis. En attendant, concentrons-nous plutôt sur les news de la semaine. Grand cinéma. Dans l'actu ciné, des adaptations de nos comics préférés à l'écran, impossible d'ignorer la rumeur de la semaine selon laquelle le tournage de Thor 5 débuterait à l'automne 2025 sans pour autant avoir pour l'instant ni script ni réalisateur, ce qui rend quand même la rumeur très peu probable, ou alors complètement béton, étant donné que sans script et sans réal, c'est quasiment l'équivalent pour la franchise Thor à ce type qui suçotait tous les tests PCR qu'il trouvait tout en fourrant l'intégralité des rats de Paris qu'il croisait dans son t-shirt sans masque et sans capote. On verra ce que dit Kevin Feige de la chose. En attendant, Kevin Feige doit être trop occupé à chercher sur Google Sniper disponible 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 pour le coller à Giancarlo Desposito qui a du mal à garder un secret. Apparemment, il est très bavard. Il nous disait déjà il y a quelques années, en 2022, qu'il aimerait jouer dans le MCU, qu'il avait été approché, qu'il avait eu des discussions pour incarner soit le Professeur X, soit Fatalis, soit Magneto, mais il n'y a rien qui s'était fait. Et là, il nous déclare cette semaine que ça y est, le MCU est venu taper à sa porte pour un rôle qu'on ne pourrait jamais deviner. Un Chicken Man, Tante May, on ne sait pas exactement qui. Ça va se faire en 2 temps, le rôle sera d'abord dévoilé lors d'une apparition brève et ensuite il aura droit à une série où il aura une place plus importante, voire primordiale, on ne sait pas encore. Toujours en 2022, on apprenait qu'après WandaVision, il y aurait une autre série potentielle consacrée à la Vision, incarnée par Paul Bettany. On apprend cette semaine que Terry Matalas serait aux commandes en tant que showrunner de cette série, donc sur le périple de Vision post WandaVision, donc la Vision qu'on a transformée en arme blanche, bien létale mais complètement sans aucun souvenir. Ryan Reynolds se lâche aussi en annonçant que l'acteur Rob McElhenney serait dans Deadpool et Wolverine, celui avec qui il a acheté un club de foot anglais, Wrexham, mais leurs galères sont chroniquées dans une série sur Disney+, bienvenue à Wrexham. On a aussi appris, mais ça c'est encore une rumeur, que Taylor Swift serait peut-être donc dans Deadpool et Wolverine. On pensait tous à Dazzler, cette mutante capable de transformer les sons en lumière, en énergie, et donc non, ça serait The Blonde Phantom, selon une rumeur qui me semble sortir un personnage beaucoup trop obscur pour mentir. The Blonde Phantom, c'était l'assistante du détective Mark Mason pendant la Seconde Guerre mondiale que Marvel avait décidé de faire vieillir en temps réel et qui s'était retrouvée secrétaire notamment de She-Hulk, mais bon, assez parlé de personnages obscurs, sortons nos lanternes plutôt, puisque l'excellente nouvelle apportée par James Gunn, c'est l'équipe créative autour de la série sur les Lantern Corps, les lanternes de l'univers DC, puisqu'on aura Damon Lindelof, à qui on doit notamment Lost, The Leftover, Watchmen, que j'ai jamais vu mais dont j'ai toujours entendu beaucoup de bien. Chris Mundy, à qui on doit la dernière saison de True Detective et Ozark, serait aussi de la partie, ainsi que le scénariste de comics Tom King, qui avait écrit d'ailleurs du Green Lantern à plusieurs reprises, mais notamment dans un épisode consacré aux guerres de Darkseid, un Green Lantern assez épique, on espère qu'il s'en inspirera. Bravo à James Gunn qui annonce d'ailleurs être à la moitié du tournage de son Superman, et on a vu d'ailleurs Nicolas Hoult exhiber son joli crâne un peu chauve. Puis enfin, c'est toujours pas l'adaptation de la vie de Marco Mouli, mais la future série Criminal, adaptée d'un des meilleurs comics du genre, un des meilleurs comics tout court d'Ed Brubaker et Sean Phillips sur Amazon, présente ses premiers acteurs. Richard Jenkins incarnera Ivan, lui on l'a vu dans La Forme de l'eau, dans Dear John, dans la série Dahmer aussi. Ivan, c'est un ex-braqueur, un collègue du père de Léo, qui est un des protagonistes de tout Criminal, et qui est camé et
la première fois qu'on le rencontre dans les comics, il vient de réussir à voler les sous-vêtements, la culotte de son assistante infirmière, en gros, hein, qui pète complètement les plombs, alors qu'apparemment elle l'avait sur elle. Et Adria Arjona incarnera Greta, donc une ex-junkie qui vient retrouver Léo pour l'entraîner dans un braquage assez dangereux. Donc vu le casting, il y a fort à parier que ça adapte au moins le premier arc de Criminal, donc, qui s'appelle Lash Coward, hein, et puis peut-être qu'ils pourront nous surprendre, mais je suis chaud brûlant. La force. C'est la marotte de beaucoup de journalistes ciné qui aiment bien construire leurs gros titres sur le modèle « Insérer ici le nom d'un réalisateur hyper connu, n'aime pas les films Marvel ». Le meilleur client pour ça restait Martin Scorsese, qui avait dit que les films Marvel n'étaient pas du cinéma. Et bien là, ils ont essayé à Cannes d'extraire son opinion de George Lucas, qui a répondu à moitié en Jedi, à moitié en Orelsan, simple, basique, hein, puisqu'il a déclaré « Le cinéma, c'est l'art des images en mouvement. Si l'image est en mouvement, c'est que c'est du cinéma. Hein, » Bravo, il n'a pas fait son Yoda, il n'a pas parlé à l'envers. Hein, si la moitié des commentateurs de plateau télé faisaient pareil pour parler des massacres perpétués par l'armée israélienne sur les populations palestiniennes, eh bien, on n'en serait pas là. Alors attention, il faut évidemment pas dire le mot génocide, sinon il y a des tonnes de Bernard Pivot, Larousse, Petit Robert qui te tombent dessus en disant qu'ils trouvent ça honteux, hein, qu'il faut peut-être attendre le temps que ce qui se passe à Rafah et en Palestine actuellement devienne l'exemple le plus parfait. Et attendez, on va quand même en parler 2 secondes de ce scandale qui n'est pas nouveau du tout, mais ici je parle à longueur de JT de super-héros, et donc on oscille entre des figures ultra patriotiques avec les dérives que ça a pu occasionner par le passé, et en même temps on a affaire à des personnages chez qui le caractère prosocial de leur mission est chevillé au corps, hein, et ça depuis le tout premier super-héros en juin 1938, Superman, un autre contexte d'ailleurs particulier. Bon, je sais que Marvel, dans Captain America 4, souhaitait introduire Sabra, une super-héroïne israélienne, et là, disons que vu le contexte actuel, ça semble très délicat. Il va falloir trouver le très bon angle, non pas que ça soit une folle furieuse, mais disons que dans les années 80, à l'époque où elle est introduite avec toute une vague de héros du monde, notamment de héros orientaux, eh bien, Sal Buscema et Bill Mantlo s'en servent non pas pour faire un état des lieux de la colonisation ultra tardive de la Palestine avec la création de l'État d'Israël à une époque où c'est plutôt la décolonisation qui est en vogue. C'est un petit peu comme si tu te mettais à la tectonique 2 ans après que la tectonique soit née. Hein. Bon, là, Hulk vient à Tel Aviv en espérant trouver la paix, mais couille, hein, et donc il va se confronter à la mort d'un jeune garçon arabe dans une attaque terroriste arabe. Bon, après il démêle ça, on pense que Hulk est de mèche avec les terroristes. Non, il laisse Sabra, lui dit « je pensais trouver la paix, non, je m'en vais », il la laisse se démerder, il la laisse se recueillir sur le cadavre du jeune homme, et on peut lire, c'est une Israélienne, une soldat, une arme de guerre, mais c'est aussi une femme capable d'éprouver des sentiments et de se soucier des autres. Elle aura eu besoin de Hulk pour voir ce jeune arabe mort comme un être humain. Elle aura eu besoin d'un monstre pour réveiller son humanité. Pour fonctionner à l'écran, il va falloir qu'elle parvienne à être celle qui combat à la fois les tueurs de civils et d'enfants palestiniens, tout en étant celle qui arrive à combattre aussi les tueurs d'enfants et de civils israéliens. Netanyahou et donc sa logique de super colon, il va falloir qu'elle incarne la frange à la fois israélienne et juive qui n'aiment pas, qui n'approuvent pas la guerre ou qui n'approuvent pas la façon dont elle est livrée et les victimes qu'elle fait. Il va falloir qu'elle incarne ce golem universaliste dont on aura besoin pour construire l'après-massacre, hein, si c'est possible, hein, mais pour ça, il va peut-être falloir que Disney se fasse pousser les 2 oreilles de Mickey dans le caleçon, donc je pense qu'on restera plutôt en Sokovie ou chez Namor, complètement sous l'eau. Jouets. Dans l'actu jouets et goodies, je sais que Todd McFarlane, le scénariste, le dessinateur de talent, a signé un accord historique entre son entreprise qui fabrique des jouets et Marvel Comics pour venir donner vie aux héros qu'il y a sur les couvertures des comics, hein, et notamment beaucoup qu'il a dessiné lui-même pour les transformer en statuettes, en figurines. Ça va être très très beau, oui, mais ce sont les 30 ans d'Hellboy, c'est l'anniversaire du Gros Rouge et ça se rate pas, surtout que pour l'occasion Dark Horse sort 2 trucs complètement fous. D'abord, on a Loteria, qui est l'équivalent du loto, du bingo, mais au Mexique, à savoir avec non pas des chiffres, mais des images. Et donc là, pour les images, vous aurez toutes les créatures et les artefacts fantastiques de Mike Mignola. Et le deuxième truc qui sort, c'est complètement fou, hein, c'est une main de la gloire, hein, à savoir ce qu'on appelle une chandelle macabre. Alors là, ça ressemble à une position dans le Kama Sutra nécrophile, mais non, c'est tout simplement, pour ceux qui aiment bien la magie noire et le fantastique, une main faite à partir d'un cadavre humain
quand tu allumes tous ces doigts, ça t'ouvre les portes, ça immobilise les habitants d'un lieu, ça te rend invisible. Bref, c'est ce qu'il y a de plus parfait pour tous les cambrioleurs du monde. Et donc, attention, ça reste en cire. Ça reste étrange, donc ne surtout pas le ranger près de la petite boîte à sextoy de ta copine si tu veux pas qu'elle ait l'intérieur qui sente le cierge, comme les plus belles cathédrales, ceci dit. Néanmoins, bon, là où j'ai l'impression moi de m'asseoir sur la main droite du destin de Hellboy, c'est que ça coûte 19 balles la Loteria, la bougie elle coûte 60 balles quand même, mais que 19 balles pour la Loteria et vous avez 39 balles le double de frais de port. Tant pis, on jouera quand même avec le petit loto de mamie. Comics. L'actu comics est faite de retours, notamment un retour chez Marvel, le retour du scénariste pour qui le nom au Scrabble lui vaut pas mal de points à base de Z, de K et de Y, J.M. Straczynski qui revient pour fêter les 40 ans du costume alien symbiotique de Spider-Man, on va dire que c'est la MST extraterrestre la plus lucrative de l'histoire de la pop culture, avec Alien peut-être. C'est dans l'anthologie Black Suit and Blood pour laquelle J.M. DeMatteis reviendra aussi pour donner une nouvelle perspective à un des événements de la dernière chasse de Kraven, son récit également. Il y aura aussi Dustin Nguyen qui nous racontera l'histoire d'une traque avec Spider-Man. Il me tarde de lire ça. Et un autre retour, c'est celui pour qui il n'aurait pas fallu que son nom commence par un Z. Lui, Jeff Lobb revient pour un dernier Halloween sous forme d'hommage au regretté Tim Sale avec qui il avait fait tous les premiers. Et donc ça s'appelle Batman The Last Halloween et ça sera avec Mark Chiarello qui revient chez DC pour l'occasion, Klaus Jansson et Eduardo Risso. Puis quand ce ne sont pas des retours, ce sont les mondes qui se croisent, étant donné qu'on a des kaijus qui partent en couille, Spider-Man qui disparaît en plein New York et une menace cosmique qui vient frapper à la porte d'Ultraman, qui va donc s'associer tout naturellement avec les Vengeurs, dans un récit par Matt Groom, par Francesco Manna et Kyle Higgins. C'est Iron Man qui va être dégoûté de ne plus être la plus jolie canette dans le distributeur. Et puis alors attention, autre monde qui se croise, celui qui crée un nom de fable de La Fontaine un petit peu sous acide, étant donné que ce sera les Tortues et Musclor. Et la seule morale à cette histoire, c'est qu'il ne faut jamais laisser Krang, Shredder et Skeletor s'associer. Puis attention, c'est un truc de fou, non content d'avoir été un agent de la CIA et d'avoir vu plein de choses, non content d'avoir fait des dingueries chez Marvel avec sa vision notamment, non content d'avoir fait des dingueries chez DC, également non content d'être un des piliers fondateurs du futur DC Studio, non content d'avoir fait des dingueries en indépendant aussi. Tom King, le scénariste qui ne travaille plus spécialement pour l'argent, donc on peut quand même lui faire confiance pour prendre des projets plaisir, va se payer un petit kiff et scénariser une propriété qu'il adore, à savoir Archie, et en plus il va illustrer un numéro historique puisque ça va être une révolution. Archie va devoir faire un choix entre toutes ses conquêtes, Archibrax on va l'appeler. Et enfin attention, il va sortir un documentaire sur l'une des figures les plus légendaires des comics américains, Frank Miller, donc qui aura droit à une journée de projection dans les cinémas américains avec des soirées, notamment une soirée animée par Neil Gaiman, une soirée animée à New York par Rosario Dawson. Rien que ça, on ne sait pas si ça va sortir en France, même un coup d'un soir en France on prend. Je me suis un petit peu renseigné, j'attends des réponses, mais j'adorerais pouvoir voir ça chez nous et le projeter un petit peu partout. Lisez, j'aime beaucoup les coïncidences éditoriales puisqu'en quelques jours est sorti 2 titres scénarisés par Daniel Friedman, à savoir Kali, que j'ai aidé à coéditer, enfin à superviser l'édition chez iComics avec Pierrick Guillemot. Donc Kali c'est par Robert Samlin, c'est l'histoire d'une meuf qui, peu importe qu'il fasse nuit ou qu'il fasse jour, ce n'est pas Batman, mais c'est clairement la vengeance. Elle veut se venger de son gang qui l'a poignardé dans le dos littéralement. Il y a des graphismes de fou furieux. Et puis j'ai reçu chez les Humanoïdes Associés Bird King par Daniel Friedman et par Chrome. Et alors ça, l'esthétique me plaît beaucoup. Il y a un petit truc mignolesque, mais pas trop. Et c'est ça qui me plaît. J'ai pas eu le temps de le lire. Je sais que c'est l'histoire d'une forgeronne qui va se lancer qui va devoir aller ailleurs. Et pour aller dans cet ailleurs, elle va affronter pas mal d'épreuves et devoir maîtriser son esprit gardien, le Bird King, avec sa petite couronne qui là me rappelle Hellboy. Et il me tarde vraiment de lire tout ça, mais je prépare notamment la battle de dessin au Zoumaï à Marseille de mercredi. Je prépare d'autres choses dont je vous parlerai plus tard. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous lisez ou geekez dans les commentaires, puisque c'est la fin de ce JT Comics. Je vous remercie d'être toujours aussi nombreux à le suivre, à laisser vos pouces bleus, à partager, à tweeter, à retweeter sur Facebook, à m'incorporer dans vos stories Instagram. Je vois tout, à réagir dans les commentaires sur YouTube où je lis chacun d'entre vous et j'essaie de répondre au plus grand nombre. N'hésitez pas aussi à laisser vos petits messages sur El Bando del Pueblo. C'est tous les mardis que je les demande sur les
les réseaux sociaux. Je vous fais d'énormes bisous, je vous donne rendez-vous mercredi prochain au Zoomaï pour la battle de dessin, et sinon la semaine prochaine pour des nouvelles toutes fraîches. Chez les X-Men, le gala des damnés est l'occasion pour les mutants de se fringuer en haute couture, et nous autres Homo sapiens, nous avons inventé pareil, mais pour les chiens. Le gala des canidés, putain, hein, regardez dans les yeux de celui-ci comment on peut lire tout son mépris pour l'humanité, c'est Magnéto avec la coiffure de Kid Omega.